présente Alessandro Haroun, je suis juste en master, hein, donc je ne suis pas non plus un très gros bagage, mais juste une petite question par rapport à la prospective. Parce que j'ai entendu le chiffre de 30%, 35%. Est-ce que vous prenez en compte, par rapport au développement de l'infrastructure, la population, mais également du stockage peut-être, et de l'innovation en fait? Comment vous faites pour, en prospective, prendre en compte le fait peut-être qu'avec l'innovation, il y aura besoin de moins d'infrastructures peut-être voilà. Très bien. Merci, oui, vous êtes un master, mais c'est une question très intéressante parce que l'innovation technologique, je pense que c'est quand même au cœur des enjeux de RTE, donc allez-y, je vous laisse, personne qui souhaite répondre, Monsieur Farabo peut-être. Oui, alors Olivier a un peu expliqué ce qu'on prenait en compte pour créer ces capacités d'accueil. Il y a l'innovation qui n'a peut-être pas été détaillée à ce stade, mais qui est l'innovation en matière de numérique déjà, qui permet d'utiliser au mieux le réseau existant. Plutôt que d'avoir à créer une infrastructure qui serait à même, par exemple, d'évacuer une production très intermittente, on va se doter d'outils numériques qui vont permettre de réguler cette production ou surtout d'orienter les flux en conséquence. Donc l'innovation est déjà au cœur des solutions pour justement limiter les besoins d'infrastructures. Ensuite, vous avez évoqué à juste titre les étapes ultérieures de cette innovation qui vont consister à mettre en place du stockage, ou d'autres formes, ça peut aller jusqu'à l'hydrogène et tout ça, donc qui sont à ce stade des recherches importantes auxquelles RTE et les gestionnaires de réseau en général sont associés, mais qui, sur les horizons de 2030, ne sont pas encore suffisamment opérationnels pour révolutionner complètement les besoins de réseau. Très bien, merci. Est-ce que la précision vous suffit, vous convient? Ouais, très bien, parfait. Nous poursuivons. Un autre sujet. Allez, est-ce qu'une main se lève? Certainement une question, peut-être sur... Oui, monsieur, très bien, allez-y, présentez-vous, merci. Bonsoir, Jean-Pascal Le Breton, directeur adjoint de la DDTM des Landes. Juste par une petite préoccupation, en tout cas peut-être besoin d'explication de méthode sur la prise en compte, vous l'avez évoqué, des besoins des acteurs de territoire et de la fédération des opérateurs, je reprends vos mots. Vous le savez, les territoires ont engagé un certain nombre de processus visant à planifier, organiser, faire leurs priorités en termes d'aménagement de leur territoire, qui ont pu amener à réserver des espaces ou un certain nombre une certaine ambition, en tout cas, quant à leur capacité de production, recettes, autonomie énergétique éventuellement, tout dépend des ambitions qu'ils ont pu avoir. Comment ces éléments ont été pris en compte et jusqu'à quel niveau? En tout cas, je me permets d'anticiper une question qui vous sera forcément posée par un certain nombre d'élus. Merci beaucoup. Allez-y. Alors effectivement, on a eu plusieurs prises de contact depuis 2 ans, des acteurs, des communautés de communes par exemple, qui sont en train d'établir leur plan climat air énergie. Puis en général, ça démarre toujours par combien je consomme sur mon territoire, qu'est-ce que je peux produire. Et puis au bout d'un moment, les acteurs se disent, au fait, quelles sont les capacités du réseau pour pouvoir développer la politique que je souhaite mettre en place. Et donc nous, on a, dans le cadre du recensement qu'on vous a présenté, on s'est alimenté de ces retours. Donc on a essayé de prendre en compte, notamment en s'appuyant sur les syndicats départementaux d'énergie, qui ont une vision un petit peu globalisée à l'échelle d'un département sur les réflexions des territoires. Et donc c'est ça notamment qui a nourri les données d'entrée pour élaborer le schéma. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est un travail qui est en progression, qui n'est pas finalisé dans tous les territoires. Et donc ce que l'on voit aussi d'expérience, c'est que, vous avez parlé de boule de cristal, on a donné aujourd'hui la vision que l'on a, qui nous est remontée par les territoires, par les porteurs de projets, sur où sont les gisements d'énergie renouvelable. Dans les 10 ans qui vont venir, il est possible qu'il y ait des évolutions qui surviennent, il y a d'autres projets qui émergent, etc. Et donc nous, une dimension importante du schéma que l'on prend aujourd'hui, c'est que c'est un schéma qui a vocation à être adaptable. Et donc on doit être capable, si sur un territoire, au final, on veut développer des nouveaux projets, de travailler avec ce territoire pour mettre en œuvre les capacités disponibles. Et à titre d'exemple, Olivier, dans les précédents schémas, on a été amené à faire un certain nombre d'évolutions en cours de vie des schémas. C'était... Allez-y, oui. On a été amené à faire environ 200 transferts de capacité réservée, c'est-à-dire la prendre à un endroit de la région et l'amener à un autre endroit de la région où des projets n'avaient pas été identifiés ou pas suffisamment de projets avaient été identifiés. Donc c'est vraiment des schémas vivants qui ne sont pas gravés dans le marbre au moment où ils sont validés. Très bien, merci. Alors, d'autres sujets sur lesquels vous voudriez avoir des précisions? Oui, monsieur, j'arrive.
tout de suite. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, Jean-Baptiste Gouasque, je suis en Master 2 à Bordeaux. Et moi, c'est plus sur la notion territoriale que le schéma de raccordement m'intéresse. Est-ce que ce schéma-là, il répond plus à la notion de solidarité des territoires, dans le sens où on a une polarisation des consommations énergétiques, ou plus à une complémentarité des territoires et un développement à la fois économique et énergétique des petits producteurs ou des gros producteurs d'énergie, notamment en zone rurale? Pardon. Alors par rapport, disons, aux enjeux territoriaux du schéma. Alors il y avait deux mots dans votre question qui sont tous les deux justes, complémentarité et solidarité. Donc il répond à ces deux items, le schéma. Complémentarité, puisque en mixant les moyens de production et les énergies primaires de production, on arrive à avoir un volume de production qui est complémentaire l'un et l'autre. Et solidarité, puisque effectivement, le réseau sert à la fois à aller récupérer l'énergie produite par les énergies renouvelables sur un territoire, mais aussi à amener de l'énergie pour qu'elle soit consommée sur ce territoire quand la source d'énergie renouvelable présente sur le territoire ne fonctionne pas. La nuit pour le solaire, quand il n'y a pas de vent pour l'éolien, la biomasse quand il n'y a plus de choses à brûler. Deuxième point de votre question, il y avait les petits producteurs. Vous parliez des petits producteurs. Dans le cadre de l'élaboration du schéma, on prend en compte, on essaye d'estimer un volume de production qu'on appelle de production diffuse. On l'a estimé à plus de 800 MW sur Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2030. Alors on l'estime dans le schéma pour nos études, sachant que ces projets-là, en fait, les projets dont la puissance unitaire est inférieure à 100 kW, alors 100 kW pour avoir un ordre de grandeur, c'est une toiture photovoltaïque de 1000 m². Ça commence à être assez gros. Donc tous ces projets de puissance inférieure à 100 kW ne sont pas soumis au paiement de la quote-part. Donc eux ne sont pas impactés économiquement par le schéma. Par contre, ils bénéficient des infrastructures qui sont développées dans le cadre du S3RENR. Est-ce que le niveau de précision vous suffit? Très bien, parce que c'était une question assez ouverte. Donc, a-t-on d'autres sujets, d'autres questions, d'autres points que vous souhaitez aborder? Les gens de l'université, allez-y, vous avez bien fait de venir. N'hésitez pas, surtout. D'autres interventions? Oui, monsieur, j'arrive. Je vous donne le micro aussi. Allez-y, présentez-vous. On va juste se dévouer. Donc, Christophe Bounot, professeur d'histoire économique et co-coordinateur de la chaire recette avec mon voisin. Donc, échelle régionale, échelle interrégionale, en termes de comparaison, la Nouvelle-Aquitaine, par rapport au calendrier, à la législation nationale, par rapport aux spécificités, on a vu que la Nouvelle-Aquitaine était standard, sachant que RTE, en même temps, une organisation régionale qui correspond historiquement à une organisation sud-ouest. Quelles sont par rapport à... Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport région Nouvelle-Aquitaine, interrégion? Comment est-ce qu'on se situe Nouvelle-Aquitaine par rapport à d'autres régions et par rapport à l'organisation régionale RTE aussi? Donc c'est le réseau dans son ensemble, au-delà du S3R, des enjeux énergétiques. Allez-y, éventuellement. Oui, monsieur Farabo. Alors, au plan... Oui. Non, mais effectivement, enfin, la Nouvelle-Aquitaine, tout à l'heure, je disais, représente, couvre 20% de sa consommation électrique avec des énergies renouvelables. En consommation, c'est électrique. Je parle uniquement d'électricité. La Nouvelle-Aquitaine pèse 9% de la consommation française. Et la part de production d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine comparée à la totalité de la production française est également de 9%. Mais je compte bien là-dedans tout l'hydraulique. Hein. Voilà. C'est donc en comptant sur, en intégrant là-dedans ce qui est produit dans les Alpes et également en Occitanie. C'est pour ça que ce ratio-là est sensiblement le même que pour la France. Par contre, en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup plus de solaire que c'est la première région pour la production de solaire photovoltaïque. Hein.
Et donc, ça se traduit également dans les besoins du réseau. Donc, les adaptations qu'on envisage là, c'est bien face à une dynamique qui concerne bien plus le solaire et l'éolien, puisque ce sont eux qui se développent aujourd'hui, l'hydraulique étant stable. Oui, Madame Coutan, peut-être vous souhaitez... Oui, c'était juste poursuivre. pour compléter. On n'est pas forcément complètement standard si on comptabilise l'ensemble des énergies renouvelables. Parce que là, vous parlez de l'électrique, mais il n'y a pas que l'électrique, il y a le thermique, et on sait quelle est la ressource en termes de biomasse, notamment dans notre région, tout ce qui est bois et tout ce qui est méthanisation de déchets. Donc, on avait, sur les chiffres 2017, au niveau national, la production d'énergie renouvelable était en moyenne autour de 15%. En région Nouvelle-Aquitaine, nous étions autour de 25%. Donc, on est largement au-dessus. Et c'est beaucoup lié effectivement à une part d'hydraulique importante, mais aussi par rapport à la biomasse. Donc je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs, mais on n'est pas complètement standard non plus. Merci, Madame la Vice-présidente. Oui, en effet. D'autres sujets, d'autres questions sur le schéma en tant que tel? Allez-y, très bien. Bonsoir, Massin Garcia, doctorant à Bordeaux-Montaigne. Lorsque vous avez évoqué l'installation pour libérer une nouvelle capacité de gigawatts, vous avez parlé aussi de limiter l'impact paysager. Je voulais savoir quels étaient les enjeux et les modalités concernant justement l'impact paysager, et si par la mise sous terre de ces nouveaux réseaux, quel était l'impact environnemental, s'il était limité et calculé. Merci. Merci. L'impact paysager d'une liaison souterraine, on peut s'y imaginer, mais monsieur s'interroge sur son impact environnemental plus large d'une liaison souterraine. Est-ce que vous avez des éléments? Oui, donc effectivement, l'avantage d'un réseau souterrain, c'est qu'en termes de visibilité, on ne le voit pas. Voilà. Par contre, c'est un réseau qui... a d'autres caractéristiques sur le plan électrotechnique en exploitation, donc ça c'est notre métier à nous de gérer ces points-là. Il faut être conscient que le fait d'enfouir le réseau électrique, ça génère quand même un surcoût dans la prise en compte du schéma. Donc Olivier expliquait qu'il y a différents niveaux de tension sur le réseau électrique. Donc si on part de nos petites lignes à 63 000, 90 000 volts, on va dire mettre en souterrain une ligne, ça induit un surcoût d'à peu près 20% par rapport à la même ligne en aérien. Quand on passe au réseau 225 000 volts, on va dire nos réseaux nationaux, les routes nationales, là, on a un surcoût à peu près x2. D'accord ? Donc ça c'est pour situer les enjeux. Pour le réseau 400 000 volts, nos autoroutes, c'est plus complexe à réaliser. Et donc là, on aurait des surcoûts encore plus importants. C'est pour ça que vous avez vu sur le schéma qu'il y a 65 km de lignes aériennes qui sont prévues. On n'a pas tout mis en souterrain, parce que là, on aurait eu un surcoût pour une ligne 400 000 volts assez significatif, qui aurait fait augmenter la quote-part de manière significative. Après, l'impact environnemental de ces lignes souterraines, c'est principalement un impact pendant la phase travaux. Et donc, c'est un petit peu l'occasion d'expliquer comment est-ce qu'on fonctionne sur ces projets. Aujourd'hui, les cartes que vous avez peut-être vues là, rapidement, on a mis des pointillés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas défini de manière précise où va passer la ligne souterraine entre tel poste et tel nouveau poste. Comment est-ce qu'on procède ? Dans tout projet, d'abord, on va faire une étude environnementale pour identifier quels sont, sur la zone potentielle de tracé, où sont les points en jeu. Et si on peut éviter des zones en jeu, par exemple des zones humides, des zones particulières, on va essayer de contourner ces zones-là. Après, on va présenter des fuseaux qu'on appelle de moindre impact, et on va avoir toute une démarche de concertation avec le territoire pour intégrer ces recommandations, ces orientations dans le choix du tracé. Et après, ça peut se traduire soit par des ouvrages qui vont être construits en bordure d'infrastructures publiques, comme des routes, c'est souvent le cas, soit on peut également enfouir nos réseaux sous des chemins ou à travers des champs. Donc on va dire, c'est surtout la phase chantier sur laquelle il va y avoir des enjeux. Après, une fois que le réseau est déposé, l'impact environnemental est très faible. Très bien, merci. Pour ces précisions assez techniques des travaux mis en œuvre par RTE, d'autres sujets, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Oui. Oui, monsieur ? Allez-y, allez-y. Oui, on n'est pas débordé de main levée, donc n'hésitez pas. Je peux faire 2 fois la même personne. Allez-y.
n'ayant pas déjà lu tous les volumes qui sont au maximum, donc au minimum 4 thèses, la dimension internationale, donc l'interconnexion internationale avec les horizons, la célèbre question de l'interconnexion France-Espagne, de nouveaux projets, etc. Comment ces dimensions, alors je devrais le lire, c'est une question, comment dans le schéma de raccordement, donc régional, le régional et l'international, je pose cette question, il suffirait que je lise, je suis persuadé, mais quelle est cette articulation régionale et internationale ? Oui, on est une région frontière, donc il y a peut-être des répercussions. Oui, en effet, le raccordement au réseau des énergies renouvelables n'est pas le seul déterminant de l'évolution du réseau électrique. Nous avons publié récemment une étude décennale qui justement met en évidence les différents facteurs d'adaptation du réseau, à savoir certes le raccordement des énergies renouvelables, mais aussi les besoins de renouvellement, puisqu'on a un réseau qui est ancien, notamment celui qui relève des barrages hydrauliques construits au siècle passé. La dimension construction d'interconnexion, qui est une dimension fondamentale, notamment avec les énergies renouvelables, parce que justement il faut bénéficier du foisonnement des parcs entre l'Europe du Nord, l'Espagne, les différentes filières, la météo qui peut être justement différenciée sur toute la plaque européenne. Et donc, c'est cet ensemble-là qui représente la stratégie d'évolution du réseau. Donc, le schéma de raccordement, il s'inscrit dans cette stratégie globale, et donc les évolutions d'interconnexion sont un des entrants, c'est presque une donnée d'entrée quand on zoome ensuite à la maille de la Nouvelle-Aquitaine sur les besoins spécifiques en termes de postes électriques ou de renforcement d'infrastructures qui ont pu être cités. Merci bien. Une autre question, un autre sujet par rapport à tout ce qui a été évoqué, par rapport au gros volume que monsieur disait n'avoir pas encore lu, j'imagine bien, il a été publié quasiment aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps. Il y a certainement des zones d'ombre. Avant que la technique nous lâche. S'il vous plaît, je refais le tour, je regarde. Non, j'ai pas d'autres questions. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus. Je repasse la parole à la tribune si vous voulez conclure. Si vous avez un mot particulier ou voilà, de remerciements. Et pour ma part, je vais me contenter de vous remercier pour votre présence et les questions qui ont été posées. J'espère que par la suite, l'appropriation va continuer autour de ce schéma. Il y a 3 réunions qui sont prévues dans le courant, dans les 6 semaines qui viennent, et il y aura une réunion de clôture aussi de la concertation à Bordeaux le 18 décembre. Voilà. Merci, monsieur le délégué régional. Et donc, je le dis aussi, vous avez un petit verre qui vous attend à la sortie, juste en passant la porte sur la gauche. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.